semaine, nouvelle émission d'analyse et débat sur votre chaîne Nota Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans Info Scalaire. Pour cette semaine, nous allons parler de deux sujets: le dialogue national en République démocratique du Congo. Ce dialogue politique, faut-il ou faudra-t-il l'organiser? Quelles sont les conditions? Est-ce le Congo ou en RDC qu'il faut l'organiser, ou soit à l'extérieur comme le demande la CENCO? Et en deuxième position, nous parlerons de ce cas de viol collectif dans la province du Lualaba, un cas qui rappelle également le phénomène Tchégué parce qu'il y a une forte présence d'enfants en rupture de liens familiaux, pas seulement dans le Lualaba, également dans la province du Haut-Katanga. Voilà les deux sujets pour cette émission d'Info Scanner. Le temps pour moi de recevoir les invités pour ce nouveau numéro. Ils sont 4 particulièrement pour cette émission. Le carton est plein. On commence avec vous. Raphaël Tengou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Ben, merci. Le deuxième invité du jour, avant que je ne le présente, mais Raphaël Tengou, je rappelle que vous êtes acteur socio-politique, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, le deuxième invité, c'est Homo Sapiens Chimanga. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Ben. Je suis tellement heureux d'être reçu ce soir dans Info Scanner, surtout pour parler République. Voilà, vous êtes toujours du côté du pouvoir, hein, avant que je ne me trompe. Vous n'avez pas changé les camps. Tout à fait. Voilà, le troisième invité du jour, lui, il est Mukwegiste, c'est ça? Bonsoir Eric. Bonsoir Monsieur Ben. Et vous allez bien, j'espère. Oui, Dieu nous fait grâce. Voilà, et le dernier invité du jour, la jeunesse qui inspire, Shadrach Katamea. Bonsoir les gars. Bonsoir Monsieur Ben. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. En tout cas, Dieu fait grâce. Voilà, ils sont 4, donc les 4 invités pour ce nouveau numéro de Info Scalaire. Pour commencer, nous allons prendre d'abord le premier tour avec une question par rapport à la semaine. Vous avez quand même vu Donald Trump qui félicite, Donald Trump qui félicite le président Tshisekedi aux États-Unis. Oui, aujourd'hui, tout le monde maintenant est d'accord avec la diplomatie agissante du président Tshisekedi parce que avant, personne ne croyait, tout le monde criait au voyage du président et les gens voyaient cela sans impact. Et aujourd'hui, ça commence à payer. Enfin, les États-Unis, par le biais de son président Donald Trump, ont félicité le président Tshisekedi par rapport à sa démarche et ont même dit qu'ils ont enfin mis fin à la guerre et ont félicité le président Tshisekedi par rapport à la paix à l'est du pays. Voilà, Raphaël Tengou, vous avez quand même vu également cette tournée du président de la République, mais il n'est pas parti seul, il y a quand même une forte délégation congolaise qui a fait part à ce déjeuner de prière aux États-Unis. Et il y a une dynamique diplomatique, surtout dans nos relations avec les États-Unis, qui semble être très favorable à la RDC ces derniers temps. Et c'est sans doute dans cette continuité de ces bonnes relations qui sont en train d'être considérées et consolidées avec les États-Unis qu'on a vu que le président a été invité au breakfast prayer, qui est une tradition. Aux États-Unis, chaque année, il y a cette organisation qui organise cette prière-là. Et on a senti que pour les États-Unis, c'était aussi une occasion de faire avancer un agenda politique, diplomatique en RDC. On a vu que le président n'a pas été invité seul, il est parti avec des gens de l'opposition, avec des gens de la société, de la CENCO, et il y a eu des réunions, il y a eu même des rencontres. La diplomatie américaine en a profité pour faire se rencontrer différentes personnalités là-bas. Et des choses s'accélèrent, ça va très vite. Et dans la suite des accords qui ont été signés le 4 décembre, notamment cet accord de partenariat stratégique autour des minerais avec la RDC. Vous savez, le président Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il conçoit la politique et la diplomatie en des termes transactionnels. Il pose des actions
pour gagner et faire gagner l'Amérique. Il reste à voir ce que le Congo gagne dans tout ça. On en parlera peut-être. Voilà, on va, un mot, Eric Kalmouna, vous avez quand même vu cette tournée. Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose aujourd'hui de bien? Je ne pense pas. Je pense que la solution doit venir d'abord du Congo, des Congolais eux-mêmes. Parce que dans une autre sortie médiatique de Donald Trump, je pense à Davos, il a été clair. La solution ne viendra pas de l'extérieur. Si les Congolais pensent que c'est l'extérieur, c'est Donald Trump, c'est l'Amérique qui va sauver les Congos, eh bien, les Congos ou les Congolais se trompent. Ça, ce sont à peu près les déclarations précédentes du même président, Donald Trump. Mais c'est le même Trump qui dit que j'y arrive. Ouais. Voir Donald Trump féliciter Félix Tshisekedi, moi, j'en ris. En tout cas, c'est la honte presque. Quand un néocolonialiste félicite un président africain, tout est clair. Mon co-débatteur de gauche dit que Trump réfléchit en termes de business. Quelqu'un qui vous a vendu presque les Congo, comme nous le connaissons dans toute sa grandeur, pendant 99 ans, il vous a aidé. Mais vous comprenez que... Vous n'avez pas encore des preuves jusque-là. Mais je pense que le débat, il est national. Et on peut, si ceux qui sont au pouvoir sont vraiment honnêtes, qu'ils viennent avec tous les éléments pour contredire cela. Mais nous pensons que le Congo a été bradé et Donald Trump, il a toutes les raisons de dire au président Félix Tshisekedi, bravo, parce que nous avons eu, l'Amérique a gagné, nous avons eu ce dont nous avions besoin. Quand quelqu'un là, ou peut-être même vous parlez de la fin de la guerre, Donald Trump, lors, je sais pas, le tout récent sommet de l'ONU, il avait dit qu'il avait déjà terminé cette histoire de guerre en RDC. Si vous dites que la guerre est terminée, c'est pas, vous vous moquez de qui? De quel parti de pression? Non, nous ne parlons pas de pression. Il y a des gens qui disent, c'est le français qui cause problème quoi. Quand quelqu'un dit la guerre est terminée, on a fini la guerre. C'est-à-dire que nous ne sommes plus agressés, il n'y a plus de crépitement de balles, on ne meurt plus. Maintenant, c'est la pratique, c'est la réalité sur le terrain. Ça, c'est se moquer de la population congolaise. Je sais que la guerre continue. Malgré l'accord du 4 décembre 2025, nous avons dépassé très largement les 60 jours. Vous voyez? Donc, c'est un échec. Eux ont beaucoup gagné. L'Amérique, les États-Unis ont gagné et le Congo a perdu. Nous continuons de compter nos morts. Voir le président américain féliciter le président congolais, c'est une moquerie. Je ne pense pas que quand un colonialiste se félicite un Africain, il y a quelque chose à se frotter les mains par là. Shadrach Katamea, vous êtes du même avis que Eric? Oui, moi je suis personnellement du même avis que M. Eric, parce que Donald Trump félicite aujourd'hui le président Félix, parce que, tout d'abord, les États-Unis, par rapport à cet accord qui a été signé à Washington, tous nous savons que les États-Unis ont gagné, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait normal que Donald Trump, aujourd'hui, se permet de féliciter le chef de l'État. Alors, quand il félicite le chef de l'État, il faudra savoir pourquoi il félicite le chef de l'État. Parce que il dit, soi-disant, entre guillemets, que, voilà, la guerre a pris fin. Mais est-ce que la guerre a pris fin? Les félicitations sont venues juste après que l'aéroport de Kisangani soit bombardé par l'AFCM 23. Et lorsqu'il y a ce genre de cas, et que Donald Trump se permet de féliciter le président de la République, à cause, n'est-ce pas? Parce que Donald Trump dit aujourd'hui qu'il a fini la guerre en RDC, mais lorsque nous voyons sur terrain tout ce qui se passe, en tout cas, moi je dirais que c'est un regret total pour la population, et surtout que nous continuons à compter nos morts pendant que Donald Trump, le gouvernement congolais aujourd'hui s'accroche voilà, aux États-Unis parce qu'ils disent que les États-Unis finiront cette guerre. Mais les États-Unis d'Amérique disent déjà qu'ils ont déjà fini cette guerre pendant que la guerre continue sur terrain. Donc c'est une confusion totale et nous disons que la solution, telle que M. Eric venait de le dire, la solution proviendra de nous, Congolais, et c'est nous qui allons finir cette guerre. On va prendre cette solution, bien sûr, dans le premier carton, mais... juste pour... vous allez réagir à la fin. Juste pour rebondir un peu très rapidement sur
la dimension Trump-États-Unis dans la crise de la RDC. Et vous vous rappelez quand le pape est venu à Kinshasa, il a eu ces paroles très fortes. 31 janvier. Voilà, il a eu une année. Voilà, il a eu le feu pape. Il a eu François, il a eu ces paroles fortes, cette phrase qui est restée marquée dans nos esprits: enlevez vos mains de la RDC, enlevez vos mains de l'Afrique. Vous voyez, le pape, il est très informé, il est très introduit. Ces messages-là, il était lancé peut-être de façon superficielle, on va dire, c'était lancé au Rwanda. Non, ce message-là a été lancé aux puissances internationales. Dites grande puissance. Grande puissance. En fait, on a même l'impression que la guerre que nous mène le Rwanda nous mène une guerre aussi pour autrui. Par procuration. Tout à fait, moi j'arrive à penser à cela. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant avec ces fameux partenariats stratégiques? Les États-Unis sont en train d'obtenir de la RDC ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir autrement. Ils sont en train d'équilibrer la puissance avec les Chinois qui sont très présents dans les secteurs miniers. Et les États-Unis sont en train de se taper une part de nos ressources minières notamment, et ils peuvent utiliser leur puissance pour agir en faveur de la fin de la guerre et de la crise, parce qu'ils ont eu leur part. Ils ne sont pas en train de lever la main de l'Afrique, ils sont en train de s'enfoncer profondément. Voilà, réaction Homo sapiens, et puis nous allons prendre le premier carton. Oui, Monsieur Ben, j'aimerais rappeler à mes deux co-débatteurs qui estiment que les États-Unis ne font que mentir quand ils disent à la fin de la guerre. C'est vrai, prenons le cas Oussama Ben Laden. Nous sommes en 2009 quand Obama fait son premier mandat. Il dit que l'histoire d'Oussama va disparaître et personne ne l'avait cru. Et c'est au deuxième mandat où Oussama est parti. Donc aujourd'hui, quand on dit que les États-Unis ont bénéficié de la RDC, mais personne sera incapable de nous dire jusque-là combien de tonnes de minéraux sont partis des États-Unis, parce que c'est vrai, on peut vous le dire. Il y a accord, mais jusque-là, non. On ne sait pas parce que l'exploitation n'a même pas encore commencé. On peut vous le dire. Si vous dites que non, les États-Unis ont déjà commencé à exploiter nos minéraux, ça c'est faux et archi faux. Parce qu'aucune industrie, aucune machine des Américains a été installée ici à NRDC pour récupérer nos minéraux. Donc, sur papier, c'est quand même écrit. Sur papier, c'est déjà écrit. Et c'est un processus. Donnons le temps au temps. Cette guerre a déjà duré plus de 30 ans. Ce n'est pas dans... Il faut qu'elle termine, parce qu'il y a quand même des morts. Déjà, nous tendons vers la fin de cette guerre. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas lire donc ce qui se passe actuellement. Les États-Unis ont intérêt à coopérer avec la RDC qu'avec le Rwanda. Aujourd'hui, l'enjeu géopolitique international va en faveur de la RDC parce que les États-Unis n'arrivent plus à imposer son dictat à certains pays qui disposent déjà des armes nucléaires, et que la RDC est un atout pour les États-Unis, question d'imposer son dictat par rapport à tous ses concurrents, et que si les États-Unis n'arrivent pas à respecter ses engagements envers la RDC peut se tourner vers les ennemis des États-Unis, et ils sont conscients de cela. Donc actuellement, moi je pense que nos amis doivent positiver cet accord, question, parce que nous avons aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de milliers de nos compatriotes, et que ça fait déjà beaucoup d'années. Ce n'est pas dans 2 semaines, 3 jours qu'on va rétablir une paix qui a duré plus de 3 décennies. Donc, soyons juste patients. Ce n'est que le début d'un processus vers la paix. On n'a pas... Certes, Donald Trump a dit qu'il a rétabli la paix parce qu'il connaît l'implication des États-Unis et son influence
dans cette guerre. S'il a dit il a mis fin à cette guerre, c'est parce qu'il sait pourquoi et il sait comment est-ce que cette guerre a commencé. Voilà. En tout cas, attendez. En tout cas, on est plus proche de la fin de la guerre que de son début. En tout cas, il y a des signaux qui montrent qu'on s'achemine vers quelque chose de positif pour ce pays, vers plus de sécurité et de stabilité. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais je vais rebondir sur ce que disait notre frère tout à l'heure, en disant que les États-Unis n'ont pas encore amené des machines et l'exploitation n'a pas encore commencé. Il faut être attentif à ce qui est en train de se passer maintenant même que nous parlons. L'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis a déjà commencé à produire ses effets. La première chose qui a été faite, la RDC a déjà déposé la liste des avoirs et des actifs stratégiques dans lesquels les États-Unis vont investir. C'est un fait. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que dans le développement minier, il y a ce qu'on appelle les greenfields et les brownfields. Les greenfields, c'est quand vous commencez une mine vierge avec l'exploration à zéro. Et les brownfields, c'est lorsque vous allez exploiter une mine déjà existante. Il y a déjà des projets qui ont déjà été faits. Et les États-Unis sont intéressés, non pas par des mines, ils sont intéressés par les minéraux. C'est deux notions différentes. Les minéraux, c'est ceux qui sortent des mines. Et aujourd'hui, il s'est fait que la GECAMINE est en train d'exercer son droit de rachat d'une partie des minéraux qui sont produits par TFM. Cette année, la GECAMINE s'est engagée à acheminer aux États-Unis 140 000 tonnes de cuivre issues de l'exploitation de TFM en exerçant son droit de rachat. La GECAMINE va exercer, c'est dans les nouvelles, c'est passé sur CNN, un droit de rachat, le off-take, sur la mine de Kipushi. Il va racheter, il va prendre 50% de la production de Kipushi pour l'acheminer aux États-Unis, toujours dans le cadre de Demandez-lui d'écrire, hein, pour ne plus mentir ailleurs. Non, il faut suivre l'actualité, il faut être pointillé sur ces choses-là. Et ce que je vous dis là, ce sont des choses que vous pouvez vérifier. Non, parce qu'il ne sait pas. Il faut qu'il apprenne et qu'il prenne bonne note. D'accord. Très bien. Non, c'était pour clôturer cette parenthèse. De toute façon, le débat est ailleurs. Merci. Et voilà, Trump qui dit qu'il a mis fin à la guerre. Faudra-t-il encore organiser le dialogue en RDC puisque les États-Unis disent que la guerre a déjà pris fin? Je vous propose de suivre avec moi la proposition de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est la déclaration de Monseigneur Cholet, Donatien Cholet, qui est le secrétaire général de l'ASINCO, qui, d'après lui, bien sûr, le secrétaire général de l'ASINCO estime qu'il faut nécessairement organiser ce dialogue, mais pas en RDC, une fois de plus que ce dialogue se tienne à l'extérieur du pays. Biso tozali na eloko ya kodikte te, olobi bien ezali initiative. Initiative ezali kosenga, initiative net lokola oyo, mpo ekokisama, eza kosenga adhésion ya bato nyonso. Parce que, pour na biso, eza n'importe quel dialogue te, ezali dialogue inclusif. Oyo ko, osangisa bato nyonso. Alors, po ekokisama, sengeli ngambo na ngambo bandima. Ça, c'est un. Et puis, toza indispensable. Peut-être que, ce que zana bisote, wana te obse kan Lorenzo. C'est indispensable. Ce qui, par exemple, ezana structure mususu, batu mususu, oyo, sali ke bande konyon son ngambo na ngambo, bandi manampo basa masolo wana, biso to sepela. Alors, na makanisi na biso po na isika, ezana ke proposition non to ko dictate, ezali ezana libanda ya mboka pour des raisons sécuritaires ya batu mingi. Mais wana mpo esali mabongo, il faudra ba parti nyonso bandima. Donc vraiment on n'a rien à imposer, on n'a rien à dicter, on n'a qu'une proposition. Ce qui bandimi loko to te acte, ozana matoya koyoka ayoka, ozana makasa osala asala. Voilà, ça c'était le secrétaire général de l'ASINCO qui, d'après lui, dialogue, il faut y saléma en dehors du pays pour des raisons sécuritaires, c'est-à-dire il faudrait que tout se passe en dehors de la RDC, alors que pour le président de la République et chef de l'État, ce dialogue va se tenir dans le pays et dans le respect strict
des instructions ou de la loi ou de la constitution, c'est l'Institut Manga, c'est là les recommandations, les conditions posées par le président de la République. Oui, le président de la République, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, prévoit que le dialogue se déroule en République démocratique du Congo. C'est pour d'abord, dans un premier lieu, garantir la crédibilité du dialogue, dans le sens où c'est un dialogue des Congolais entre eux. Parce que le président Tshisekedi n'est pas un usurpateur du pouvoir, c'est quelqu'un qui a été élu majoritairement, à la différence d'autres dialogues qui ont été, par exemple celui de 2016, Kabila avait déjà épuisé ses 2 mandats et qu'il fallait un dialogue allant dans le sens du glissement, parce que l'article 70 de la Constitution stipule que non, le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Et c'était intentionnel de la part de Kabila pour qu'enfin qu'il puisse voler à la population congolaise 2 ans. Et le président Tshisekedi, ce dialogue va dans le temps. Ou bien diriger le pays. Peu importe la façon dont vous pouvez le prendre, mais c'était intentionnel parce que les moyens, il y en avait pour organiser les élections en 2016. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi jouit encore de son pouvoir issu des urnes qui a été élu majoritairement par la population. D'ailleurs, c'est la première fois depuis le début de la démocratie en République démocratique du Congo qu'un président soit élu avec cette majorité écrasante de la population. Donc, si on organisait le dialogue ici au pays, c'est pour mettre tous les Congolais autour d'une même table. Question de parler des problèmes profonds qui font à ce qu'à chaque fois que la guerre soit répétitive dans la partie, dans le pays, et beaucoup plus, c'est pas forcément pour la guerre, et d'une façon à décoller le pays, parce que jusque-là, nous peinons encore à avancer dans le cadre de développement, parce que, par exemple, nos pays voisins vont plus que la RDC. Pourtant, la RDC regorge des moyens qui peuvent faire évoluer celui-ci plus que ses pays voisins. Et en deuxième lieu, si le dialogue doit être organisé ici au pays, c'est pour montrer aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo. Qu'on ne dépend pas tellement de l'extérieur, parce que tous ceux qui demandent le dialogue estiment que non, nous devons toujours parler entre Congolais. C'est une façon aussi de montrer à la face du monde que non, en dehors du fait qu'on peut recourir aux États-Unis, du fait qu'on peut recourir à l'Angola ou encore au Kenya, nous, Congolais, nous pouvons aussi parler entre nous et trouver des solutions entre nous, question d'avoir une paix durable par rapport à tout ce que nous connaissons actuellement en République démocratique du Congo. Donc moi, personnellement, j'estime que c'est une bonne idée, que si le président aussi a estimé, a posé des conditions par rapport à d'autres acteurs politiques qui ne peuvent pas participer à ce dialogue, c'est en tant que garant du bon fonctionnement et de la nation, dans le sens où ceux qui ont pris les armes n'ont pas pris forcément parce qu'ils voulaient résoudre un problème en République démocratique du Congo. C'est parce qu'ils ont été dictés par certains étrangers et que, au lieu d'aspirer, au lieu de revendiquer l'aspiration de la population, eux, ils sont dictés par les étrangers, et c'est de cette façon que le président a refusé pour qu'une fois, au moins dans l'histoire politique de nos institutions, qu'il n'y ait pas des infiltrations, parce que quand on doit dialoguer avec quelqu'un qui a un agenda caché des étrangers, c'est une façon d'ouvrir encore une porte à l'infiltration, qui fait de sorte que à chaque fois nous évoluons, nous avons toujours des guerres dans la partie Est.
C'est à cause des dialogues avec des gens qui ont des agendas cachés des étrangers, et quand eux viennent, ne viennent pas pour résoudre ou soit pour l'aspiration de la population, mais pour ceux pour revendiquer ceux qu'on les avait dictés par nos ennemis à l'extérieur du pays. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à décoller, parce que le pays a été infiltré à tous les niveaux, et le président Tshisekedi est catégorique et il ne veut pas transiger à cette situation. Est-ce qu'on peut parler du dialogue quand il y a certains qui sont exclus, alors qu'on veut un dialogue politique inclusif avec tout le monde? Et puis, qui va organiser? Apparemment, le régime en place n'est pas prêt pour laisser l'organisation de ce dialogue à l'ECC, Senko et les autres confessions religieuses. Qui va organiser ce dialogue? Ce dialogue pourrait être organisé par l'Angola, mais en République, par la médiation angolaise, mais en République démocratique du Congo, parce qu'elle ferait partie, parce que le pouvoir, et l'Église Senko et l'opposition sont parties prenantes à ces dialogues, et qu'on ne peut pas octroyer l'organisation à la Senko parce qu'elle aussi elle a ses revendications, et que ce dialogue doit être organisé par une partie neutre. Et dans la logique des choses, le président Tshisekedi voulait que ce dialogue soit organisé par la médiation angolaise. Et pourquoi c'est lui alors qui dit avec qui il va dialoguer, si l'organisation de ce dialogue c'est avec... Mais on a dit ici, le président Tshisekedi en tant que chef de l'État est garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions. Ce dialogue, le président Tshisekedi n'exclut pas par mauvaise foi certains acteurs politiques, mais il se fait qu'il y a certains acteurs politiques qui ont des contentieux au niveau de la justice. Et que le dialogue est de surcroît politique et non judiciaire. Et c'est une façon de dire à ces gens-là que non, il n'y aura pas de crispation politique, ou soit il n'y aura pas des gens qu'on va gracier pour participer au dialogue. Si vous avez un problème en justice, là, ça ne vous engage que vous, avec la justice, parce que le président Tshisekedi, en dehors d'être président de la République, il est aussi juge suprême. Ça, il faut le reconnaître. Donc, si aujourd'hui le président Tshisekedi pose des conditions, ce n'est pas en tant que personne physique ou soit personnalité politique. Non, c'est en tant qu'institution de la République. Il dit non, il y a ceux qui vont participer et ceux qui ne vont pas participer. Dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons des opposants, même si peut-être ils n'ont pas été d'accord avec tout ce qui s'est passé au pays, mais ils n'ont pas pris les armes contre la République, ils n'ont pas tué la population, ils ont servi des contrepoids contre peut-être, si on peut leur accorder le crédit, contre certaines peut-être mauvaises décisions, contre certaines situations au niveau du pouvoir, mais ils ont été loyaux envers la nation. Mais il y a certains opposants, eux, ils ont préféré tuer la population. Ils ont préféré trahir la population. Ils ont préféré trahir la patrie. La plupart de ceux qui sont rebelles, ce sont des gens qui ont été servis par la République. Ce sont des gens qui ont été nourris par la République. Mais ils ont pris, au moins ils ont pris les armes contre la République. Je pense que c'est dans cette logique des choses que le président Tshisekedi a dit net, la République ne peut pas transiger envers les personnes qui combattent la République, qui sont les personnes qui ont trahi la République. Si vous avez une situation douteuse, ou soit une situation envers la justice, ça nous engage que vous envers la justice. C'est comme quand on doit aller aux élections. Il y a des conditions qu'on pose. Votre casier judiciaire doit être peut-être vierge pour participer aux élections. Pourquoi là, on n'en fait pas un problème? Parce que c'est quoi d'abord la morale qu'on doit donner à ceux qui ont été, à ceux qui ont resté au pays, et à ceux qui n'ont pas pris les armes contre la République?
Bien sûr, on veut aller au dialogue, mais pas pour fragiliser encore notre justice, ou encore pour fragiliser notre justice qui, du reste, est un peu malade, ou encore favoriser l'impunité. Donc, tous ceux qui veulent participer au dialogue, s'ils ne se reprochent de rien, le président Tshisekedi a déjà ouvert le champ à tout le monde. Et il n'a cité personne. Le pays, nous comptons plus de, nous comptons plus de 120 millions de la population. Donc, l'inclusivité du dialogue ne doit pas aller dans le sens de personnifier celui-ci. Dans le sens où, un dialogue inclusif, par exemple, il faut qu'il y ait un nom. Il y a des leaders qui doivent figurer dans ce dialogue. Il y a même des personnalités. Non, c'est quoi les soubassements juridiques qui stipulent que non, il y a seulement un leader qui doit participer à ce dialogue? Non. Aujourd'hui, nous avons par exemple, nous pouvons prendre... Vous souhaitez également, oui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 120 millions de la population. Moi, je pense que l'inclusivité de ce dialogue peut aller dans le sens de la représentativité de chaque province. Parce que le problème que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec les personnalités. Les problèmes, c'est un problème général au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, allez-vous dans nos têtes le fait de dire que non, pour que ce dialogue soit inclusif, il faut que tel soit là. Non, moi je pense qu'on n'ira nulle part. Ce dialogue doit réunir les fils et les filles du pays. Si par exemple, si M. Ben n'est pas là et que moi je suis là et que je suis capable d'apporter la solution à tout ce que nous avons comme problème. Où est le problème? Donc je ne vois pas en quoi nous devons justement recourir à certaines personnes qui ont craché sur tout ce que la République leur avait offert. Voilà, c'était Homo sapiens Chimanga. Vous avez quand même beaucoup plus de temps. Non, il fallait quand même... Il fallait planter le décor. On va donner la parole également à Eric. Je sens que vous vouliez déjà réagir pendant que Homo sapiens parlait. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que nous devons aimer et respecter ceux qui nous suivent. Et faire cela, c'est aussi savoir prendre parole, parti, pour que les gens ne puissent pas s'ennuyer et voir, on dirait que nous sommes au temple d'eux. C'est pas ça. Je vais revenir dans le sujet, mais tout d'abord, un petit mot par rapport à l'introduction de notre émission. Je demande au peuple congolais de bien définir Donald Trump. Et il y a un concept qui a vu les jours, on appelle ça les trumpismes. Le trumpisme, en fait, n'est pas différent du tshisekédisme. On dirait que c'est presque la même idéologie. Vous n'allez pas personnaliser quand même le débat aujourd'hui? Non, quand je suis sur le plan idéologique, quand je parle du tshisekédisme, quand je parle du trumpisme, je ne vois pas comment vous allez réduire ça à des individus. Donald Trump se réveille un jour et nous dit, ils sont venus nous supplier, ils nous ont demandé de prendre leur minerai et nous allons faire ça. Et ces deux écoles politiques, tshisekédisme, trumpisme, reposent sur le populisme. Et donc, il ne faut pas vous tromper là-dessus. Au mois d'août, lors du Conseil de sécurité, au mois d'août dernier, c'est-à-dire 2025, il dit que la guerre est terminée. Mais si on doit compter les mois, ça fait 6 mois après sa déclaration, on continue de compter les morts. C'est-à-dire, Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un de crédible. C'est cela, il faut comprendre cela. Autant le tshisekédisme ici n'est pas crédible, autant le trumpisme là-bas ne l'est pas non plus. Parlons du dialogue. Nous avons réclamé, nous avons demandé à ce qu'il y ait dialogue. Et aujourd'hui, je remercie Nyota, je vous remercie, parce que vous avez quand même, vous nous avez donné l'opportunité de venir éclairer la lanterne, surtout que ces derniers temps, le docteur Denis Mukwege est victime il y a des gens, des officines politiques qui sont en train de manipuler ses propos. Qu'il n'a pas besoin de dialogue en fait, sans la paix. Celui qui vous dit cela, vous lui demandez, le docteur Denis Mukwege a pris parole quand? Il a parlé, il a dit ça quand? C'était devant quelle chaîne, devant quel invité? Parce que nous savons que la dernière sortie médiatique du docteur Denis Mukwege par rapport à la guerre relève du 28
octobre 2025. Et c'était sur une chaîne allemande qu'on appelle DW, donc Deutsche Welle. Vous voyez? Et donc, on prend une partie, on la sort du contexte et on commence à marchander, à envoyer cela pour dire, voilà, il a dit. Le docteur Denis Mukwege a dit depuis très longtemps qu'il soutenait, et moi, nous soutenons les dialogues sous les auspices de la CENCO. Et nous sommes là. C'est vrai, le dialogue ne va pas tout résoudre. Nous sommes conscients que les causes profondes de cette guerre sont multiples à beaucoup de dimensions, les causes internes, les causes régionales et les causes internationales. Et à chaque dimension du problème, il faut nécessairement une dose ou une cure. Mais dire tout d'un coup que le docteur Denis Mukwege a refusé et il a dit non au dialogue, ça c'est de la manipulation. Le dialogue national inclusif est nécessaire, mais bien, il est quand même aussi, quelque part là, non suffisant. Je viens aux conditions que le président de la République a tout récemment établies pour l'organisation de ce dialogue. Du dialogue. Cher président de la République, nous, l'opposition, on ne vous demande pas d'organiser des consultations. Ça, vous avez fait avec M. Eberande. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Ça, non. Ça, c'est quel dialogue où c'est lui-même qui juge, c'est lui-même qui choisit les sujets, c'est lui-même qui choisit qui vont venir. Non, ça, ce sont des consultations. Si vous n'êtes pas fatigué des consultations, nommez les gens comme vous l'avez fait avec Eberande et vous allez voir qui vont venir répondre à votre appel et peut-être qu'on va voir ce que ça va produire. Nous sommes pour un dialogue national inclusif sous les auspices, sous l'égide de la CENCO. Quand, par exemple, le gouvernement congolais, par la bouche du président, il dit qu'il ne va pas négocier avec tout le monde. Une question se pose. Est-ce que réellement, le gouvernement congolais ne négocie pas, ne parle pas avec l'ennemi? Comment ça? À Doha, on fait quoi? Est-ce qu'à Doha, il n'y a pas des envoyés du gouvernement qui sont en face régulièrement des envoyés de l'ennemi? Tout à fait. Là, on n'a pas peur que les Rwandais puissent parler? Même avec le Rwanda, le gouvernement congolais parle avec le Rwanda. Le Rwanda a aujourd'hui un accord qui les blanchit au-delà de l'impunité. Alors, on est dans quoi là? Soyons sérieux. Évitez le populisme. Nous sommes en train de perdre des Congolais au lieu que nous puissions aller tout droit au but en vue de sauver ce qu'il y a encore à sauver. Vous êtes dans les temps, en train de geler, en train de perdre le temps. En même temps, nos compatriotes en train de mourir. Et demain, vous allez mettre ça parce que vous n'assumez rien. Au dos ou sur les dos des autres. Non, celui qui a la charge de protéger les Congolais, c'est bien le président Félix Tshisekedi en premier. Parlons du dialogue. Depuis quand? Il y a même des gens autour de lui qui lui suggéraient, depuis très longtemps, ces gens ici. Appelle-le pendant qu'ils sont encore à Bunagana. Voyez ce que vous pouvez faire pour qu'ils ne puissent pas avancer. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses. S'il faut parler en termes humains, c'est incalculable. S'il faut parler en ressources, Rubaya, Massis, tout ça, on ne sait plus. C'est grave. Et donc, les clauses qui vont venir de Doha seront opposables au gouvernement congolais. Alors, si à Doha, ils s'entendent, par exemple, qu'ils puissent se pardonner. Mais ici, il viendra nous dire quoi? Nous pensons qu'il est important. Le docteur Denis Mukwege et nous sommes en train de fustiger sur un aspect que ça ne soit pas un dialogue, certainement, qui ignore la justice. Parce que pour mettre fin à cette guerre, il faut sanctionner. Évidemment, nous sommes là. Mais il faut mettre une différence entre la personne physique et la personne morale. Il faut faire la différence entre la personnalité juridique. Mais comment? Tout un gouvernement comme ça, je ne comprends pas. Je vous donne un cas. Disons que nous allons vers un dialogue national inclusif, où on amène l'IDPS. Si par exemple, M. Kabouya a des contentieux juridiques, lui peut se mettre de côté, mais l'IDPS sera représenté même par quelqu'un d'autre. Il y a un dialogue chaque jour à Doha entre le gouvernement congolais et les M23. Est-ce que vous avez déjà vu M. Corneille Nangaa aller là-bas? Non, mais c'est quand même... c'est quand même l'AFC-M23. Vous comprenez? C'est-à-dire que oui, on ne doit pas donner carte blanche à ceux qui ont tué. Mais le mouvement, par exemple,
ce n'est pas une personne qui s'appelle M23. Les M23, c'est tout un système. Ils peuvent envoyer, ok? Et ça n'empêche pas au gouvernement, ça n'empêche pas à la justice même du monde entier, parce qu'un criminel peut être poursuivi contre l'humanité. Il peut être poursuivi en France. Monsieur, comment on appelle, Roger Lumbala, il est aujourd'hui en train de croupir en prison. Ce n'est pas la justice congolaise qui l'a arrêté. Il est en train de répondre de ses actes, le crime contre l'humanité. Et donc, cher Président, nous pensons que, en tout cas, c'est mal parti. La position du docteur Denis Mukwege est telle que nous devons d'abord, je vais dire, rassembler nos efforts pour que nous puissions, je vais dire, neutraliser l'agresseur. Et l'agresseur, c'est le Rwanda. Maintenant qu'il faut parler avec les Congolais, nous devons nous accepter, nous tolérer, mais sans nous promettre de nous pardonner. Nous devons établir les responsabilités. Le gouvernement congolais est mal parti à un certain moment. Et pour se dédouaner, parce qu'ils sont apparemment très très malins, ils estiment que la malignité n'est que dans leur côté. Quand par exemple nous leur demandions de ne pas aller aux États-Unis, de ne pas aller à Doha, ils ne nous ont pas entendus. Quand ils étaient en train de changer les noms, tantôt M23 terroriste, tantôt M23 rebelle, tantôt M23 agression. Nous, le docteur Denis Mukwege, n'avons jamais tergiversé. Parce que, vous devez vous rappeler, n'oublions pas que à un moment, les M23 étaient assimilés, étaient en tout cas définis au Rwanda par le gouvernement congolais. Après des pourparlers, ils sont tombés d'accord, ils se sont entendus que non, il faut maintenant les séparer. Et dans les processus, vous avez vu que l'agresseur, le Rwanda, a été blanchi, dédouané, il a eu sa part aux États-Unis. Et là, nous sommes à Doha, où les tractations traînent. Mais si il n'avait pas fait cela, aujourd'hui, tous les Congolais, nous serions mobilisés pour bouter, pour indexer le Rwanda. Quand vous avez déjà signé, il y a un accord entre le gouvernement congolais et le Rwanda, et que vous puissiez encore venir ici au pays, ça c'est la duplication. Il y a deux discours là-bas, on ne comprend pas. Donc un discours pour l'extérieur et un discours pour le public national, on ne comprend rien là. C'est le gouvernement congolais qui doit s'assumer. Je vais finir par dire que le dialogue national, oui, c'est comme... Vous savez, le docteur Denis Mukwege, c'est un médecin par formation et il a déjà résolu beaucoup de situations. Surtout, il a déjà donné... Les parents, les femmes. Merci. Le libérateur des femmes. Oui, j'en suis très fier. Et pour arriver à donner la paix à quelqu'un qui est malade, il faut bien faire les diagnostics. Il faut bien voir sa maladie. Les dialogues nationaux, c'est comme la paracétamol, c'est comme l'anaflamme, c'est comme et ça va nous aider à apaiser peut-être la fièvre. Mais les grandes causes, la grande maladie, les grands microbes nécessitent encore être traités. Et c'est quoi cette grande maladie? Nous sommes en train de demander à ce que la résolution 2773 puisse être appliquée sans faille. C'est-à-dire que le monde entier et nous Congolais, la communauté internationale, nous devons militer pour que l'agresseur puisse sortir du territoire national. Vous savez par exemple que les sanctions sont en train d'étouffer les Rwandais. Le 5 février, tout récemment ici, Paul Kagame s'est exprimé. Et vous avez vu toute sa désolation. Au Conseil de sécurité, l'ambassadrice du Rwanda à l'ONU a dit clairement que le Rwanda agresse le Congo, si on peut dire cela. Vous voyez? Même Kagame l'a dit. Et donc, face à l'agression, le docteur Denis Mukwege demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Exclure à l'interne certains compatriotes, s'ériger en juge et parti, ce n'est pas juste et c'est faux et archi-faux. Voilà, Shadrach Katamea, à vous la parole. Est-ce qu'aujourd'hui il faudrait que ce dialogue soit organisé en RDC ou bien à l'extérieur du pays?
Merci tout d'abord d'avoir accordé la parole à la jeunesse extra-système qui va maintenant devoir s'exprimer. Alors, j'ai relevé quelques points que M. Homo sapiens venait de soulever, mais vous allez constater qu'il y a eu tellement beaucoup de confusion et beaucoup, n'est-ce pas, de contradictions dans les chefs de M. Homo sapiens. Alors, M. Homo sapiens nous dit aujourd'hui que le dialogue devra, n'est-ce pas, être organisé en RDC, plutôt en Angola, il venait de dire, en Angola. En RDC, avec la médiation angolaise. Comme c'est fait en 2016, c'était en RDC où on a amené Edem Tchokonjo qui n'est pas congolais. Je sais, c'est qui va tout à fait en contradiction avec, n'est-ce pas, la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Le chef de l'État, n'est-ce pas, il parle d'une médiation faite par les institutions de la République ou les institutions congolaises. Alors, vous venez tantôt de dire que, voilà, le gouvernement aussi a ses revendications parce qu'ils feront partie de ce dialogue. Mais c'est aussi une autre contradiction. Pourquoi? Parce que... Là, vous me prêtez non, écoutez, non, mais qu'est-ce que vous avez dit? Vous venez d'ailleurs tantôt de le confirmer que le dialogue devra se passer en RDC et sous la médiation angolaise. Mais je vous dis que ça va en contradiction avec la sortie médiatique du chef de l'État qui a souligné... Non, mais écoutez, je suis en train de relever vos confusions et vos contradictions. Je comprends par là, et je comprends par là que vous avez une difficulté de la notion de dialogue, mais aussi de ce qu'on appelle monologue. Parce que tous nous savons qu'un dialogue, c'est lorsque deux parties ou plusieurs parties, n'est-ce pas, qui ne regardent pas dans la même direction ou qui n'a pas, n'est-ce pas, une même vision ou qui ne partagent pas une même vision, qui acceptent aujourd'hui de se mettre sur une même table afin de converger leurs idées pour regarder dans la même direction. Mais lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le dialogue nous présenté aujourd'hui par le régime en place, c'est un monologue. C'est un monologue. Pourquoi je parle de monologue? Parce qu'il y a tellement de conditions mises, n'est-ce pas, en place pour exclure d'autres leaders ou d'autres partis politiques, notamment ceux qui sont en exil. Si aujourd'hui vous dites que le dialogue devra se dérouler ici en RDC, c'est-à-dire vous excluez en quelque sorte ceux qui ont décidé d'aller en exil. Parce que certains présentent, n'est-ce pas, ou donnent leurs raisons pourquoi ils se retrouvent en exil. Pour d'autres, pour Matata, il sera en insécurité en RDC. Il y a Moïse Katumbi de l'autre côté, il vous dira qu'ils ne se sont pas en sécurité en RDC. Or, le dialogue devra être organisé dans un endroit où chacun, n'est-ce pas, aura, voilà, ce climat de confiance, n'est-ce pas, doit caractériser même les lieux où se tiendra le dialogue. Est-ce que pour qu'il y ait dialogue inclusif, il faut qu'il y ait Katumbi, qu'il y ait Matata et les autres? Mais c'est quand même des leaders d'opinion. C'est quand même des leaders d'opinion. En soi, normalement, si on était dans un État sérieux, on ne devait pas parler du dialogue. Parce qu'un État sérieux, lorsque l'ordre public est troublé, l'État, n'est-ce pas, dans sa souveraineté, devra rétablir cet ordre public. L'ordre public a été troublé à l'Est par la FCM 23, soutenu, n'est-ce pas, par le Rwanda. Alors, qu'est-ce que l'État, normalement, devait faire? Si notre appareil sécuritaire ou si notre armée fonctionnait normalement, on devait repousser cette attaque. Mais c'est parce que le gouvernement, aujourd'hui, se retrouve en difficulté que, voilà, il faudra qu'il y ait un dialogue. Et lorsque vous dites qu'il y a certaines personnes ou certains leaders, n'est-ce pas, qui auraient pris des armes, et nous n'allons pas discuter avec eux. Monsieur Eric venait de le dire tantôt, à Doha, qu'est-ce que nous faisons? Nous discutons avec ceux qui ont pris les armes contre l'État. Mais comment vous allez refuser? Et d'ailleurs, il faudra aussi se poser la question de savoir qui est ou qui a réellement pris les armes contre l'État congolais. Jusqu'à présent, je pense qu'on devait peut-être nous donner une liste, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils n'ont pas pris les armes, qui se retrouvent aujourd'hui en exil, mais le gouvernement en place dit que vous avez pris les armes. Vous voyez? Donc, on se retrouve dans une situation où, voilà, une situation de confusion. Et moi, ce que j'ai compris est que le gouvernement en place veut juste gagner du temps.
Ils veulent organiser un dialogue peut-être en 2027, voilà, pour pouvoir voir dans quelle mesure il y aura peut-être une transition, voilà, un glissement peut-être, parce que c'est quand même inacceptable lorsque vous voulez dialoguer, mais vous posez des conditions de restriction pour certaines personnes qui devront, n'est-ce pas, aussi participer à ce dialogue. Certes, nous reconnaissons que, normalement, c'est le chef de l'État qui doit convoquer ce dialogue, par une ordonnance, par exemple. Ça, c'est connu de tous. Mais on doit aussi le souligner que le gouvernement en place fera partie, n'est-ce pas, de ce dialogue. Il est aussi partie prenante, parce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, des griefs que l'on lui reproche par d'autres camps, notamment la FCM 23, mais aussi les opposants, certains qui sont voilà, ici avec nous et d'autres qui sont à l'extérieur. Donc si on veut réellement le dialogue ou un vrai dialogue, on doit aller tout droit au but. Mais les conditions de participation à ces dialogues posés par le gouvernement en place, l'on comprend qu'on n'a pas besoin de dialoguer, on veut passer du temps pour peut-être envisager un dialogue vers fin 2027, je ne sais pas. Donc, autour de tous ces calculs politiques, qui est le plus grand perdant? C'est la population congolaise. Il y a des morts, nous continuons toujours à compter nos morts. Et si nous sommes réellement sérieux dans ces pays, je pense que le dialogue, en ce moment, se présente comme une solution palliative à cette crise politico et sécuritaire qui, n'est-ce pas, gangrène notre pays. Voilà, c'était là avec Katamea et nous allons nous tourner vers l'analyste socio-politique Raphaël Tembou. On a écouté, j'allais dire, les politiques. Maintenant là, nous aurons besoin de prendre l'avis d'un sociologue. C'est très intéressant tout ce qu'on vient d'entendre ici. Mais vous savez quoi? Le président de la République, il n'est pas obligé de convoquer un dialogue. Il peut s'abriter derrière la Constitution et derrière ses prérogatives de président de la République et diriger jusqu'à la fin de son mandat, sans qu'il y ait dialogue, ayant résolu le problème qu'il pourra résoudre, et le reste des problèmes, les prétendants à sa succession viendront les prendre et les résoudre, ou essayer de les résoudre à leur tour. Mais si nous parlons du dialogue aujourd'hui, c'est la situation actuelle du pays qui nous l'impose. C'est elle, cette situation, qui dicte la nécessité de ce dialogue. Une chose est sûre, on a fait du progrès parce qu'il y a une sorte de convergence des vues. Vous voyez, il y a, à partir du 15 janvier 2025, la CENCO-SSC avait lancé cette initiative de dialogue pour le vivre ensemble, le bien-être. On avait rejeté d'emblée la démarche de la CENCO-NCC et SNCC, pas SNCC, SCC était rejetée avec l'argument selon lequel il n'y a pas de crise majeure pour nécessiter un dialogue. C'était avant la chute des grandes villes de l'Est du pays, Goma et Bukavu. Après, ça fait du chemin. Vous savez, au moment où la CENCO proposait ce dialogue-là, on refusait même de négocier avec l'AFC M23. Après, il y a eu une négociation avec les M23, il y a eu une négociation avec le Rwanda, il y a eu une négociation avec Washington, et certaines de ces négociations sont même déjà abouties parce qu'il y a un accord en bonne et due forme entre la RDC et le Rwanda. Il y a un accord en bonne et due forme avec Washington. Il y a un accord cadre qui est déjà signé à partir du 15 novembre. Il y avait un accord cadre que la RDC a signé avec l'AFC M23. Et pas plus tard, qu'il y a quelques jours là, le 2 février, après la sortie médiatique du président de la République
C'est le 31 janvier que le président s'adressait au corps diplomatique, qu'il a exprimé son ouverture envers le dialogue et qu'il a posé toutes ces conditions-là. 2 jours après, ces délégués signaient le mandat avec le M23, le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour les mécanismes de surveillance et de suivi du cessez-le-feu entre l'AFC et la RDC. Donc vous voyez, tout ce contexte-là, à un moment donné, devra être intégré dans la vie nationale, parce que ce sont des engagements qu'on a pris. Alors, c'est cette nécessité-là qui dicte qu'il y ait dialogue. Et si le président aujourd'hui, d'ailleurs il a très bien défini dans son intervention, il a dit pourquoi on a besoin du dialogue. Parce que c'est là qu'il faut peut-être commencer. Pourquoi il dit qu'il faut qu'il y ait des dialogues? C'est pour la consolidation de la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale se fera-t-elle en excluant une partie de la nation? Une partie, ça veut dire le Rwanda Goma, ou une partie, c'est quelqu'un qui représente une partie? Ça signifie, lorsqu'on pose des conditions qui sont de nature à ne pas intégrer l'ensemble des acteurs sociopolitiques majeurs du pays, mais on les exclut. Et cela met en danger justement la cohésion nationale. Parce qu'il ne faut pas minimiser les frustrations. Les gens très souvent disent « Ah, vous voyez, ces gens-là, il ne faut pas les écouter, ce sont des frustrés. » Mais la frustration, c'est quoi? La frustration, c'est le sentiment qu'on a lorsque on a été privé de quelque chose à laquelle on croit avoir droit. Et ici, le patrimoine commun à nous tous, c'est la RDC. Et lorsque vous mettez en place des idées, des attitudes ou des discours qui montrent que cette RDC, il n'y a qu'une partie des gens qui ont droit au chapitre et d'autres n'en ont pas, ça crée la frustration. Et cette frustration devient une faiblesse que peut exploiter les ennemis de la République. D'où la nécessité de ce dialogue qui va nous souder, qui va nous mettre ensemble pour que nous puissions tracer la voie de notre vivre ensemble, la voie de notre propre développement en tant que peuple souverain. Parce que dans une république, à la différence d'une monarchie, la souveraineté revient au peuple. La souveraineté dans une république n'est pas assise sur un individu. C'est une souveraineté du peuple. Donc, ici, le président a levé une option. Il veut qu'il y ait dialogue. Après, il pose des conditions. Mais vous savez, ça, c'est de bonne guerre. Et parce que on est habitué à ça. En fait, les acteurs politiques congolais, à l'approche des grands rendez-vous, ils ont cette habitude de poser des conditions. Parce que au moment où le président pose des conditions, à l'opposition, une partie de l'opposition et de la société civile aussi pose des préalables. Nous ne viendrons pas à ce dialogue si vous ne faites pas A, B, C, D. Le président, il fait monter les enchères. C'est de bonne guerre, il fait monter des enchères. À un moment donné, il faudra trouver un terrain commun, un cadre d'entente. Certaines de ces conditions-là vont pouvoir disparaître pour se diriger vers ce dialogue-là. Et qui doit organiser, selon vous, ce dialogue? Ça, c'est des questions techniques. Vous voyez, par exemple, le président de la République dit que ce dialogue devra être organisé par les institutions de la République. Or, le dialogue, comme je le disais au début, c'est une mesure exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Il n'est pas totalement encadré par les lois de la République, les cadres juridiques existants dans la République. Il faudra trouver un compromis. Si le président veut mettre ça sous la médiation
des institutions, les institutions qu'il contrôle. Or, une partie des gens qui sont en conflit considèrent que ces institutions-là, ou lui-même, font partie du problème dont il faudra parler. C'est comme disait Harry là, vous donnez le sentiment d'être juge et parti. Vous voyez, certaines des choses qui vont être mises sur la table, je ne suis pas porte-parole de quelqu'un, mais imaginez les conditions des élections de 2018. Il y a des acteurs politiques qui vont arriver... 2018 ou 2018. 2018. Okay. 2018. Il y a des acteurs politiques qui peuvent arriver à cette table de négociation en disant le problème, c'est qu'on m'a volé une victoire. Là, c'est Martin Fayot qui réclame, qui continue jusqu'à présent. Qui va amener le débat sur la vérité, la vérité des urnes. Ouais. Et vous n'allez pas lui dire qu'on ne peut pas parler de ça. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas parler de ça parce qu'il y a des échéances électorales en vue dans les 2 ans à venir. Si on ne revisite pas ce qui a été bien fait, mal fait par le passé, on risque de reproduire les mêmes erreurs. Or, on s'est dit, on ne va plus retomber dans les erreurs du passé. Donc, à un moment donné, toutes ces notions-là, toutes ces technicalités-là de où se tiendra le dialogue, qui va chapeauter le dialogue, il faudra que ça arrive à s'aplanir. Soit on fait ce dialogue, soit on ne le fait pas. Et comme je le disais tout à l'heure, le président n'est pas obligé d'aller dans un dialogue. Il peut se sentir suffisamment outillé et équipé de mener ce pays jusqu'à la fin de son mandat. Et en 2028, on aura des élections, quelqu'un d'autre viendra prendre la relève. Pour résoudre les problèmes qui vont persister, parce que aller aux élections alors que Goma, Bukavu et cette partie-là demeure sous occupation rwandaise, ça serait quand même, ça ne serait pas quand même une bonne chose. Ou celui qui viendrait peut-être après 2028, après les élections de 2028, il aura du pain sur la planche. Nous ne devons pas aller trop vite en besogne. Et on a déjà eu dans ce pays des élections dans lesquelles des territoires n'ont pas voté, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire voter les gens qui sont sous cette zone-là avec les bons offices de l'ONU ou de quelqu'un? Et peut-être qui vous dit que d'ici 2028, ces gens-là ne seront pas partis des zones qu'ils occupent. Surtout qu'il y a déjà la résolution 2773, sur la résolution sur laquelle insiste Eric Kouloumouna. Kaloumuna, désolé. Ouais. Tout à fait, il y a cette résolution qui demande à ces forces-là de pouvoir quitter les zones, mais ces forces-là sont mélangées à des compatriotes congolais qui vont vous dire, vous voulez qu'on aille où? Crise congolaise à résoudre par les Congolais eux-mêmes sous la médiation étrangère. Homo sapiens Timanga, voilà, vous allez donc réagir. Oui, monsieur Ben, ce que je ne comprends pas sur ces plateaux, c'est que on insiste sur un dialogue inclusif, mais on doit aussi comprendre que non, ce dialogue inclusif ne doit pas être un piège pour intégrer des acteurs manipulés depuis l'étranger. Ce que nous vivons actuellement, c'est parce qu'on a connu des acteurs qui ont été manipulés depuis l'étranger. Parce que ne pensez pas que tous ces États qui nous entourent sont fiers des richesses que Dieu nous a données. Parce qu'il y a tellement de richesses que Dieu a données au Congo qu'on ne trouve pas en Zambie, en Angola, en Centrafrique ou encore au Rwanda, Burundi et autres. Donc, actuellement, déjà depuis 2003, la RDC est prisonnière de dialogue de survie. Le dialogue ne doit pas aller dans le sens de servir des acteurs politiques, parce que c'est de cette notion qu'on veut nous parler de l'inclusivité de ce dialogue. Donc, ce dialogue sera inclusif quand il arrive non, pas à réunir, quand il arrive à servir Kabila.
quand il arrive à servir Katumbi, quand il arrive à servir Martin Fayoul et autres. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple aujourd'hui de la représentativité et de l'inclusivité. Quand on parle de la représentativité, on n'a pas besoin du nom, on a besoin d'un représentant. On a un gouvernement de la représentativité nationale. Si on a déjà quelqu'un, par exemple, du Katanga, et qu'on a quelqu'un du Kasaï ou encore du Bandundu, tout le monde est représenté. Et quand on parle de l'inclusivité, pourquoi on veut personnifier cela? Aujourd'hui, le problème du dialogue, j'insiste là-dessus, ne doit pas aller dans le sens de favoriser l'impunité. Maître Katamea, qui est un juriste, est conscient que le droit a un caractère obligatoire. Le président Tshisekedi, il faut faire la différence entre la personne physique de Tshisekedi, qui du reste n'est qu'un acteur politique, et la personne du président Tshisekedi en tant qu'institution. Là, il faut différencier ces deux concepts. Quand le président Tshisekedi parle devant les diplomates, il ne parle pas en tant que cadre de l'UDPS ou encore personnalité politique. C'est une institution qui vous parle. Même si on veut l'amener dans un terrain où il serait jugé parti. Non, mais c'est le garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions. Donc, en tant que juriste, j'aimerais que vous compreniez cela parce que vous voulez aussi aller dans le terrain des politiciens. Non, ça je crois que l'ordre des juristes ne va pas vous le pardonner parce que vous avez trahi. Donc, aujourd'hui, le président Tshisekedi, même s'il posait des conditions, il joue encore de son mandat. Le mandat n'est pas encore fini. Mais rétablissez l'ordre. Mais c'est ça, l'ordre. On ne vous exige pas ce dialogue. Mais c'est parce que vous avez failli quelque part que nous avons suggéré ce dialogue. En tant que garant de la nation, il a suivi tout ce qui demande le dialogue parce qu'il y a certains opposants qui estiment que non, la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas dialogué. Ok? À la recherche des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui, le président Tshisekedi s'est dit prêt à dialoguer avec des Congolais de bonne qualité. Bonne qualité dans le sens... écoutez, la parole, le protéger, permettez qu'il termine. Aujourd'hui, AFC M23 a comme ancêtre AFDLR. Si le président Tshisekedi, AFC M23 a comme ancêtre AFDEL. Et le président Tshisekedi n'aimerait pas que AFDEL ait encore des petits-fils. C'est dans le sens où il dit, parce que c'est une punition que le président n'ont rien compris là-dedans. Vous voulez punir qui au juste? Moi, je ne vous comprends pas. Permettez-moi de parler. Vous chutez également, comme ça. On ne veut pas avoir une routine de rébellion. Parce que si aujourd'hui AFC M23 ont pris des armes, c'est parce qu'elle est... soutenue par... Écoutez, mais mettons d'abord le soutien. Vous ne voulez pas d'une routine, c'est ça. On ne veut pas d'une routine. Moi, je vous parce ai que dit si aujourd'hui que si on ne voulait pas de cette routine, la meilleure façon de répondre, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé à l'Est ou à ce qui se passe à l'Est, c'était de rétablir l'ordre, de repousser l'ennemi. C'est simple. On ne vous exige pas ce dialogue. Il y a certaines notions, mais aujourd'hui, de base que vous ne maîtrisez pas, monsieur Katamea, dans le sens où cette guerre ne voit pas seulement le Rwanda. Dès l'entame de cette émission, on l'a dit, le Rwanda, certes, directement, c'est le Rwanda qui nous agresse.
mais il y a des mainmises des puissances. Avez-vous signé un accord avec le Rwanda, oui ou non? Il y a un accord de cesser le feu entre le Rwanda. Est-ce que le cessez-le-feu a été respecté? N'allez pas dans le sens, pour une guerre qui a duré de plus de 30 ans. Il faudra 30 ans encore pour résoudre cette guerre. C'est ça que vous voulez nous faire croire. Ne me prenez pas au mot. Prenons la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie avait dit que il allait exterminer l'Ukraine pendant des jours. Mais cette guerre, nous allons déjà vers sa quatrième année. Pour vous, si la guerre a fait 30 ans, il vous faudra 30 ans encore pour résoudre cette guerre. Reconnaissez les efforts fournis actuellement par le président Tshisekedi par le biais de son gouvernement. Aujourd'hui, on a pris... vous avez dit que l'accord entre la RDC et les États-Unis souffrait encore de ses effets. Vous avez vu la chute de Uvira. Et vous savez les conditions par lesquelles les rebelles sont partis. Donc, moi, je vous dis... Par un tweet, selon le ministre... Uvira, c'est ça la RDC. C'est ça qu'il a dit sur la télévision. Soyez honnête envers la population. Soyez honnête envers la population. C'est pas parce qu'on est de l'opposition. Et les Congolais sont seulement à Uvira. Même tout ce qui est blanc, on doit noircir cela. Donc actuellement, le président Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec des Congolais manipulés par l'étranger parce qu'on ne veut pas d'une routine de rébellion. Qui sont ces Congolais manipulés? C'est pas à moi de nommer ces Congolais parce que les Congolais, s'il vous plaît. Le président Tshisekedi a les moyens officiels et officieux que vous n'avez pas. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, vous devez prendre ça très au sérieux parce que les moyens qu'il use pour avoir certaines informations, vous n'en avez pas. Donc, c'est l'habitude qu'on a pris ici au Congo, quand on est opposant, on est obligé de tout noircir, même là où c'est blanc. Aujourd'hui, je vais citer M. Ben pour répondre à la question. Si on ne veut pas, du dialogue avec des Congolais qui ont pris les armes contre la République, c'est parce que après cette guerre, on ne veut pas qu'il y ait, même après le départ du président Tshisekedi, on ne veut pas qu'il y ait encore d'autres Congolais qui vont prendre les armes contre la République. Parce qu'on reviendra toujours avec des dialogues répétitifs et ça fragilise non seulement la démocratie et aussi le développement du pays. Parce que les moyens qu'on engage aujourd'hui pour la guerre seraient des moyens qu'on allait construire encore des plus belles universités comme celles qu'on a construites actuellement à Mbujima et à Kananga. On aurait construit ce genre d'ouvrages à Kolwezi, au Maniema. Merci Homo sapiens. Mais au nom de la République, pas pour le compte des personnes. Donc, soutenons le président Tshisekedi dans cette démarche parce que nous sommes jeunes. On ne sait pas ce que tu vas devenir demain. Si toi, aujourd'hui, tu soutiens le dialogue avec ceux qui prennent les armes contre la République. Mais alors, vous le faites avec qui? Ok, pour répondre à ta question, on a dit ici, nous avons des causes internes et externes. Oh, tu dis ce que j'ai dit. Si nous dialoguons, tu réponds à ce que j'ai dit. C'est pour des causes purement externes parce qu'il y a des problèmes À Doha, vous dialoguez pour résoudre les problèmes externes, mais avec des Congolais. Oui, mais avec les Congolais. Avec le Rwanda, nous dialoguons avec les représentants. Nous dialoguons à Doha. Nous dialoguons à Doha avec les représentants des AFC M23. Qui sont Congolais ou Rwandais? Là-bas, on n'a pas établi leur nationalité. On n'a pas... Non, les Congolais ont pris les armes, mais avec le soutien des étrangers. Donc, soyez honnêtes envers la population. Parce que vous êtes en train de soutenir. Vous êtes en train de soutenir. Je ne sais pas si vous avez des frères à l'Est ou pas. Parce que vous m'avez arraché la parole pendant un dialogue inclusif et non un monologue. Vous en avez Nous soutenons un dialogue inclusif et non un monologue. C'est quoi le dialogue inclusif? C'est que vous voulez nous imposer, c'est un monologue. C'est quoi le dialogue inclusif?
tant que dans ce dialogue, nous avons la représentation, la représentativité de l'opposition, de la société civile et autres. Parce qu'aujourd'hui, vous nous amenez sur un terrain où nous aurons des leaders partout. Parce que si vous voulez un dialogue inclusif, dans le sens où chaque mouvement doit représenter son leader. Voilà. Nous devons avoir un leader des Koulouna, nous devons avoir un leader des églises de réveil, nous devons avoir un leader des témoins de Jéhovah, nous devons avoir un leader. Donc, tu es dans la diversion et dans le folklore. Non, je ne fais que dire la vérité sur ce que vous ne voulez pas entendre. Merci, donc, actuellement, soutenons le président Tshisekedi dans ce dialogue parce que ça va résoudre... En tout cas, si c'est sur ce format que vous nous présentez aujourd'hui, nous n'allons pas soutenir en tout cas. Voilà, Eric Kalumuna, rapidement. Nous allons terminer avec Raphaël Ntingou. Je suis vraiment très désolé parce que mon collègue, mon co-débatteur de l'Union Sacrée a vraiment gâté les débats. Et vous voyez que c'est pas vraiment... On a fait que dire la vérité et la population... Je pense que, en effet, j'ai la parole, messieurs. La faute et la première responsabilité incombe à ceux qui nous dirigent, au gouvernement congolais, à Félix Tshisekedi. D'abord, sur le plan technique, ils devraient bien concevoir leur position et leur communication. Quand vous voyez ce qu'il est en train de nous dire ici, on en tire quoi comme conclusion? On ne sait pas, il est en train de dire quoi. Non, si tu c'est pareil, même au sommet de l'État. Si tu étais distrait, c'est ton problème parce que la population en a tiré quelque chose. C'est pareil, même au sommet de l'État et au gouvernement. Qui a tendu la main à Paul Kagame? C'est qui? En Belgique, c'est lui qui a dit qu'il tend la main et qu'il était prêt à enlever les sanctions. Mais c'est encore lui qui dit, je ne vais pas parler avec ceux qui sont de mèche avec Paul Kagame. Finalement, qu'est-ce que vous dites? On ne nous entend pas. C'est ça le problème. Moi, je pense que, très simple, vous voyez maintenant qu'il a pris beaucoup de temps, on ne sait pas rebondir sur quoi. On ne sait pas rebondir sur quoi. L'État nous presse. Vous êtes agité. Prenons l'exemple du docteur Denis Mukwege. Il nous a donné trois... On parle de la République, pas de Denis Mukwege. Sois calme, tu n'es pas sous les épines. Il y a très longtemps qu'il nous fait trois propositions. Et on appelle ça proposition. On ne l'oblige pas. Oui, certainement, la Constitution limite son mandat. Si vous voulez accepter que les Congolais continuent de mourir jusqu'au 23 janvier 2029, alors vous allez assumer et les Congolais, les peu qui resteront, vous en tiendront rigueur, nous allons vous juger. Et Denis Mukwege, il propose quoi? D'accord. Il a d'abord proposé à ce que tous, nous puissions militer pour que l'agresseur, le Rwandais, puisse se retirer de notre affaire. Et pour y arriver, il faut être derrière les institutions. Non, écoutez. Il y a des efforts diplomatiques, il y a les conseils de sécurité, il y a la communauté internationale, et même notre pays. Nous devrions tous sanctionner les Rwandais pour que ces derniers, le Rwanda, puissent retirer ces militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Mais qu'est-ce qui bloque? S'ils sont partis, qu'est-ce qui bloque? C'est le gouvernement congolais qui est encore parti. Il a contourné. Vous avez vu le monde entier se mobiliser pour commencer à punir les Rwandais. À un moment, Paul Kagame a dit, serrez vos ceintures ici, ça commence à chauffer. Parce que la Belgique avait sanctionné, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays. Vous voyez? Et après, c'est le gouvernement congolais qui change de cap. Je reproche cela, le changement des narratifs. Et il va contourner, non, venez, on va faire un accord avec vous. Oh, laissez, je retire les sanctions, je vous tends la main. Mais la communauté internationale fait quoi? On comprend que le gouvernement congolais n'a pas de position. N'a pas de... Vous avez des preuves à ce que vous dites. Sois calme, monsieur. Sois calme, monsieur. Sois calme. Il ne faut pas naviguer à vue. Il ne faut pas naviguer à vue. J'ai comme l'impression que notre président de la République ne veut pas d'un dialogue national inclusif sincère. Et celui qui n'a pas besoin de l'inclusivité, de la vérité, donc il a peur de la vérité. Il ne veut pas qu'on lui dise aussi. Quand on dit M23, parce que ça commence maintenant à nous pousser au bout. Est-ce que les M23, sous Félix Tshisekedi, comment à Kinshasa, ou bien ils ne sont jamais arrivés à Kinshasa? Et s'ils sont dans l'histoire arrivés à Kinshasa, 12 mois à Kinshasa ou 14 mois, qui les avait invités? On doit nous poser aussi des questions. Le grand frère, je m'excuse pour aller vite, par des élections. Ok? Des élections de 2018, des élections de 2023. 2028 est en vue. Vous voulez qu'on puisse encore y aller pour qu'on nous organise cette fois-ci une élection de 2 semaines?
Non, la Cour constitutionnelle, la vie politique ici à l'interne, on suffoque. Et vous voulez quoi? Je pense que le dialogue national inclusif, il est nécessaire pour décrisper, pour résoudre les problèmes internes. Et sur le plan extérieur, le docteur Denis Mukwege a proposé une dose. Il a dit ceci: au lieu des petites réunions, groupuscules, vous signez avec le Rwanda. Demain, vous pouvez encore signer avec l'Ouganda. Le lendemain, vous allez signer avec la Tanzanie. Le surlendemain, vous signez avec la Zambie. Non. Allons carrément vers l'organisation d'une conférence internationale pour la paix en RDC. Comme ça, nous avons, nous, Congolais, nous avons tous les acteurs de la sous-région, la SADC, la CIRGL et tout, Afrique centrale, tout ça. Même l'EAC. Oui, même l'EAC. Nous avons la communauté internationale, nous avons les grandes puissances. Et puis il insiste sur un autre aspect, sur les, comment on appelle, ceux qui font de l'économie, les acteurs économistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le... Les opérateurs économiques. Merci beaucoup pour... oui, les opérateurs... Voilà. Il y a des gens, il y a des entreprises en Europe comme aux États-Unis qui ne peuvent pas fonctionner, ouvrir leurs portes sans le Congo. Parce que leurs matières, les minerais viennent du Congo. Et si on ne tient pas compte d'eux dans la résolution de cette affaire, en tout cas, nous allons nous tromper. Et donc, il est important pour le docteur Denis Mukwege que nous puissions nous mettre sur une table, que nous puissions en parler une bonne fois pour toutes, et nous allons savoir comment, à l'interne, nous allons mettre fin au détournement, nous allons mettre fin à la corruption, nous allons améliorer le bon climat des affaires. Et là, tout le monde peut venir de manière officielle à Kinshasa, notre capitale politique, et faire des affaires. Et les Congolais, nous, propriétaires de nos terres, nous allons gagner, propriétaires de notre pays, voilà. Et eux, les étrangers, les investisseurs, les autres pays, chacun va se retrouver et là, nous aurons la paix. Et le docteur Denis Mukwege souligne, nous ne devons pas oublier ou sacrifier la justice. Parce qu'il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de vérité. La vérité là que le président est en train d'escamoter ou d'échapper là. Mais vous ne pouvez pas sacrifier la justice, mais vous voulez que ceux qui ont des problèmes en justice participent au dialogue. Tu es en train de dire ce que j'ai dit. Tu ne comprends pas, c'est un prononcement de français. J'ai dit que ceux qui ont le sang des Congolais entre leurs mains, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, doivent être sévèrement châtiés. C'est pourquoi moi je vous ai dit à un certain moment que le débat ne doit pas être mis sur les individus, mais plutôt sur les organisations. Non, messieurs. Voilà. Qui vous a par exemple dit que Joseph Kabila meurt d'envie de se retrouver sur une table de négociation avec Félix Tshisekedi? Mais si par exemple son FCC est là, si le PPRD est là, vous voyez, grandissez. Qui vous a dit que Moïse Katumbi, nécessairement, il rêve d'une réunion comme ça avec le président Félix? Mais ouvrez, permettez que ça soit inclusif, mais dites seulement que c'est lui, Moutoura Moutoua et Ebi. Vous pensez que seulement à Kinshasa, tout est blanc? Tout est blanc. Si on va vous demander, ceux qui ont tiré sur les manifestants le 30 août 2023 à Goma, c'était qui? Vous pouvez nous le dire? Qui ont tué à Goma le 30 août 2022? Qui ont tué dans la prison de Makala? Oui. Qui ont tué à Bukama? Qui ont tué ici dans la rivière quoi? Donc, il n'y a pas un débat. Même les détourneurs. Vous comprenez? Les détourneurs. Mais le porte-parole de l'armée, quand il dit par exemple que ceux qui financent Mobondo sont aux côtés du chef de l'État. Qui? Est-ce que vous avez entendu le procureur ou qui? Non. On comprend que la justice, à un certain moment, elle ne fait pas bien son rôle. Nous sommes, docteur Denis Mukwege, azotel mais la justice. Le peuple congolais doit être vraiment rétabli dans son droit. Et on n'accepte pas que les dialogues viennent blanchir ceux qui... Sinon, on ne va rien résoudre. Vous avez compris. Mais maintenant, acceptez que ça soit quand même inclusif. Parce que vous ne pouvez pas quand même vous faire juge et partie. Si vous avez besoin d'un congrès de l'Union sacrée, continuez, je l'ai dit. Si vous avez besoin d'une consultation politique, continuez, monologuez. Mais quand vous aurez besoin de l'avis ou des avis de tout le monde, vous les chercherez et les gens seront là. C'est un débat d'idées qui ne doit pas être rabattu sur les individus. Voilà, s'il vous plaît, pour citer. Pour citer, nous devons dire que la dernière chose que propose le docteur Denis Mukwege, c'est bien les dialogues, mais parce que quand on amène un médecin à l'hôpital, et qu'il présente beaucoup de signes, beaucoup de symptômes, c'est quand même important de stabiliser d'abord
sa santé, de stabiliser sa température. C'est pourquoi on accepte, le docteur Denis Mukwege accepte que nous puissions aller au dialogue pour attaquer à l'interne les vraies raisons. On parle de frustration, des élections mal organisées, on confisque les pouvoirs, on devient tyran, tu t'opposes même pacifiquement, on t'arrête. Ça doit cesser. La République nous appartient à nous tous. Et encore, oui, une chose, c'est que on ne comprend pas comment le président, notre président de la République, accorde beaucoup d'intérêt à ceux qui sont à l'étranger, notamment aux Américains, aux Rwandais, tout ça. Il ne pose pas de conditions quand il faut parler avec ces pays-là ou négocier là. Mais quand il est chez nous ici, il est très très dur. On n'a jamais compris cela. Tout ce que vous avez donné aux États-Unis là, mais tout ce que vous donnez au Rwanda, le Rwanda n'a jamais eu ce qu'on lui a donné dans l'accord du 4 décembre. On lui a beaucoup donné. Mais tout ce que vous donnez au Qatar, mais quand il s'agit des Congolais ici entre nous, vous coincez comme si nous étions vos ennemis à vie ou jurés. Non, nous sommes des adversaires politiques. Vous étiez à l'opposition hier. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ça n'exclut pas que demain, vous reveniez à l'opposition et que demain, lui ou moi ou quelqu'un d'autre soit au pouvoir. Là, vous répondez à quelle question? Vous continuerez toujours aussi à militer pour notre pays. Et donc, monsieur Chimanga, soyez calme. Nous vous demandons seulement d'écouter les propositions des autres, notamment du docteur Denis Mukwege. Si vous appliquez les 3 propositions qu'il vous a soumises, eh bien, nous aurons une solution durable et définitive et juste pour notre pays et pour notre peuple. Merci, Eri, et ça sera votre conclusion. Shadrack Katamea, rapidement. Bon, ce qu'il faudra savoir et surtout dire en ce moment est que même la Bible le dit, qu'une maison divisée, n'est-ce pas, de l'intérieur ne peut subsister. C'est-à-dire, à chaque fois on nous parle du Rwanda, certes, le Rwanda nous agresse, en utilisant, n'est-ce pas, certains Congolais, ça tous nous le savons, mais il ne faudra pas aujourd'hui minimiser les problèmes internes que nous avons afin de se baser beaucoup plus sur la question de résoudre ce problème interne à l'extérieur. On venait tantôt de le dire par M. Eric. Lorsque le chef de l'État est à l'extérieur, l'on sent quand même que, bon, voilà, il utilise parfois un langage diplomatique, mais lorsqu'il revient au pays, on sent qu'on est en train de coincer les gens. On coince les leaders politiques. Il y a des arrestations par là, il y a des arrestations par-ci, des enlèvements, on en parle, autant. Mais vous voulez dialoguer aujourd'hui. Il faudra, n'est-ce pas, instaurer ces climats de confiance qui préparent, n'est-ce pas, ce dialogue. Mais lorsqu'on entend des enlèvements par-ci, par-là, on entend des arrestations par-ci, par-là, vous ne mettrez pas les acteurs qui devront, n'est-ce pas, participer à ce dialogue en confiance. Vous sentez qu'il y a de la terreur aujourd'hui. Mais comment nous allons préparer ce dialogue? Parce qu'un dialogue se prépare. Un dialogue se prépare. Un dialogue ne s'improvise pas. C'est cela. Aujourd'hui, il y a certains de nos Congolais, je pense que M. Eric venait de le souligner, lorsque vous lisez l'accord, n'est-ce pas, de la RDC ou le gouvernement congolais et le Rwanda, nulle part, on parle, n'est-ce pas, de la justice. Non, c'est l'impunité totale. Mais Nathanaël Onokomba, parce qu'on parle de lui, il a souligné cela dans un tweet, mais ça lui a valu un enlèvement. Et aujourd'hui, ça fait 33 jours qu'il se retrouve dans une prison militaire parce qu'il a juste tweeté et dit ce qui était dit d'ailleurs ou ce qui est inscrit bon, ça, c'est vous dans, n'est-ce pas, l'accord. Voilà, alors, voilà, c'est pour ça que nous sommes en train de dire ceci. C'est pourquoi nous sommes en train de dire ceci. Si vous n'avez pas peut-être pu rendre justice de nos morts dans l'accord, n'est-ce pas, que vous avez signé avec le Rwanda, vous ne pouvez pas aujourd'hui imposer, n'est-ce pas, aux opposants de condamner le Rwanda. Parce que notre condamnation, lorsque nous le ferons, ça va changer quoi? Parce qu'il y a déjà un accord signé entre la RDC et le Rwanda. Voici maintenant notre position par rapport au dialogue. Oui, rapidement. Notre mouvement de la jeunesse extra-système, le Congo qui inspire, nous soutenons, n'est-ce pas, ce dialogue inclusif. Et nous refusons catégoriquement
de monologuer. Si eux veulent monologuer, à la Kolongele comme ils l'ont fait lors des consultations, ils le feront. Nous, on ne fera pas partie. Mais nous nous basons, n'est-ce pas, sur les propositions faites par la Senko et nous adhérons, n'est-ce pas, à ce format de dialogue. Voilà. Moi, M. Ben, s'il vous plaît, même en une minute, je pense qu'il faut parfois, il faut parfois accepter, permettre aux jeunes, aux Congolais de se poser des questions. Pourquoi notre président congolais Félix Tshisekedi n'est pas aussi dur envers les États-Unis, envers Donald Trump? Parce que moi, je vais vous dire, que si ces gens-là, les agresseurs là, ou l'agresseur est toujours présent sur le sol congolais, c'est avec la bénédiction de Donald Trump. Parce que la communauté internationale, elle est hypocrite aussi. C'est le même, ce sont les mêmes États-Unis qui, quelque part là, sont en train de soutenir le Rwanda et de lui dire de ne pas quitter les multinationales. Et c'est le même États-Unis qui vient dire au président Félix, voilà, la guerre est déjà terminée pendant qu'on continue de tuer. Le président des États-Unis ou l'administration américaine a fait un tweet et les agresseurs ont quitté, ont libéré la ville d'Uvira. Si on peut réfléchir comme ça, n'est-ce pas? C'est grâce à ces tweets-là, à la pression américaine, que les M23 ont quitté, l'agresseur a quitté Uvira. Maintenant, pourquoi la même administration-là, pourquoi ce même Trump ne fait pas une pression intense pour qu'ils puissent déguerpir carrément? Et donc, s'ils sont à Goma, s'ils sont encore partout où ils sont, c'est avec la bénédiction, avec la vie. Donald Trump accepte qu'il soit là. Sinon, s'il refuserait que Bobima partout, quitté du sol congolais, il serait déjà quitté parce que l'exemple d'Ouvira nous montre que s'ils ont quitté, c'est parce qu'il y a eu une pression externe américaine. Et donc, s'ils sont à Goma, s'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils ont le soutien des Américains. Ça, c'est l'hypocrisie. Et le président congolais, le nôtre, n'a jamais dit à Trump, non, non, Obimisi Bango na Uvira. Pourquoi Obimisi Bango na Bukavu voté? Pour Bimisa Bango partout. C'est ça la résolution 2773 dont nous sommes en train de réclamer l'application. Et donc, moi je pense que le président congolais, les nôtres, ils doivent vraiment faire voir qu'il est vraiment congolais des pères et des mères, qu'il doit nous aimer, nos proches. Ce n'est pas parce qu'on lui dit un avis contraire que nous devenons des bêtes à abattre. Non. Un dialogue national inclusif est nécessaire pour calmer la tension et puis s'attaquer aux causes profondes. C'est ce que dit le docteur Denis Mukwege. Voilà, on termine sur ce sujet avec vous, Raphaël Ntingou. Concrètement, je vais citer in extenso un extrait du discours du président de la République au corps diplomatique le 31 janvier. Il dit « L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale. » Moi, je pense que l'essentiel est dit. Ça, c'est l'option levée par le président de la République. Dialogue inclusif, apaisé, envie de consolider la cohésion nationale. Il a 73%. C'est déjà beaucoup? C'est déjà beaucoup. 73%. Vous gagnez une élection avec 73%. C'est insuffisant pour gouverner? Vous laissez quand même que Raphaël poursuive. Maintenant, vous avez eu votre temps quand même. C'est une question, il faut quand même réfléchir. Maintenant arrive cette séquence de conditions. Le président de la République est un politicien assaisonné. Il sait que sa base à lui, le président de la République, n'est pas ouverte à l'idée du dialogue. Certains ont même déjà formé des mouvements anti-dialogue. C'est pourquoi on tripatrie les propositions de Mukwege. Pléthorique. Rappelez-vous que le président de la République est assis sur une majorité à 90 quelque chose de pourcent. C'est ça même la cohésion, c'est ça l'unité. Chef de secteur, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier, directeur de marché, gouverneur, ministre, tout le monde est de l'union sacrée. Il n'y a pas. C'est seulement lesquels. C'est ça la situation. La seule opposition qui trouve un peu de place dans les institutions, c'est ensemble.
il n'y a pas de place pour les nouveaux arrivants. Du coup, le président sait qu'en levant l'option du dialogue, il va avoir de la résistance dans ses propres rangs. Du coup, il faut les rassurer un peu. Il faut rassurer les gens comme notre frère Chimanga ici, qui se voient menacés par la perspective du dialogue inclusif. Parce qu'Eri sera là. Voilà. Tu ne veux pas que... Moi, c'est comme ça que j'ai... C'est de la mauvaise foi. Moi, c'est comme ça que j'interprète. On espère que ça sera lui. Moi, c'est comme ça que j'interprète certaines de ces conditions. Il faut rassurer les troupes qui se sentent abandonnées en rase campagne avec cette ouverture vers le dialogue. Leur faire dire que je ne vous ai pas oublié, mais la voie que nous allons suivre, c'est le dialogue. Et je pense qu'il va y avoir un dialogue qui va réunir toutes les forces vives de la République, qui va se passer dans des conditions sécurisées et des conditions de confiance. Si ces conditions-là vont demander que le dialogue se tienne en dehors des frontières de la République, ça va se tenir en dehors des frontières de la République. S'il faut qu'il y ait des acteurs, des médiateurs indépendants, il y aura des médiateurs indépendants. Il y aura ces dialogues-là où il n'y en aura pas du tout. Il faudra organiser alors un monologue entre les gens qui sont déjà acquis à la cause de l'union sacrée. Mais si ce qu'on vise, c'est la cohésion nationale, il faudra amener dans ces dialogues-là même des têtes qui ne nous plaisent pas à voir. Voilà, ça sera la conclusion de ce premier carton. Et le deuxième, malheureusement, qu'on ne va pas traîner là-dessus. On va commencer avec vous, Shadrach Katamea, rapidement. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans Lulolaba, une fille violée, victime d'ailleurs du viol collectif, dans, bien sûr, Lulolaba. Mais c'est un cas qui rappelle la forte présence des enfants en rupture de liens familiaux dans le Grand Katanga. Je pense que le gouvernement de la RDC, n'est-ce pas, avait entrepris des démarches, n'est-ce pas, que nous avons d'ailleurs encouragé avec le service national pour, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure récupérer tous ces enfants, les amener, n'est-ce pas, dans un centre de rééducation pour qu'ils soient, n'est-ce pas, utiles à notre société. Mais fort malheureusement, on apprend ou on a vu des images qu'il y a encore des Chegués qui sont par-ci par-là, et puis par après, ils se mettent, n'est-ce pas, à commettre des crimes, parce que ces crimes-là peuvent être considérés d'ailleurs comme des crimes contre l'humanité, parce qu'il s'agit quand même d'un viol collectif, voilà. Ils se retrouvent, n'est-ce pas, à violer une dame, une jeune fille, qui rentrait peut-être, ou qui venait de l'université, et voilà, elle a été ségressée quelque part, on l'a mis, on a commencé à la violer. Alors, ce qu'il faudra peut-être dire en ce moment est que le service national devra, n'est-ce pas, encore amplifier, n'est-ce pas, cette campagne qu'il a menée, de voir au moins comment récupérer tous ces jeunes-là qui sont sans habitation, qui sont en train d'errer un peu par-ci, par-là, parce que nous les voyons. Parce que vous partez peut-être au centre-ville vers 20h, 21h, vous allez voir que ces jeunes-là, ces Chegués, existent encore. Alors, je pense qu'il faudra peut-être utiliser une autre stratégie pour pouvoir au moins comment contenir tous ces jeunes-là et voir au moins comment les orienter vers le service national. Mais nous condamnons, n'est-ce pas, ces actes et que la justice réellement puisse s'impliquer dans ce dossier pour que les responsabilités soient établies. Voilà. Eric Kalumuna, comment vous, les acteurs politiques, comment pensez-vous à l'encadrement de ces jeunes? Merci beaucoup pour cette question. Eric Kalumuna et puis Mukwegiste. Vous savez que le docteur Denis Mukwege... Surtout que c'est un cas de viol, hein. C'est ça. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que je cite mon mentor ou son nom. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup plus pour la dignité humaine et principalement ou beaucoup plus pour la dignité de la femme, de l'enfant, de la jeune femme. J'ai personnellement été très très choqué quand j'ai vu ces images. C'est vraiment un crime contre l'humanité, comme l'a dit mon co-débatteur. Mais je vais un peu remonter très loin parce que
Nous avons vu lors de la campagne électorale des élections 2023, les gens ont étalé leur programme de gouvernance, mais en tout cas, je sais que seulement le docteur Denis Mukwege a parlé de la fin des vices. Fin des vices. Et les vices sont les antivaleurs. Pour le docteur Denis Mukwege, après avoir fait l'autopsie de la situation congolaise, il a relevé 3 points. La fin de la guerre, la fin de la faim, Moucho Yandjala, et la fin des vices ou des antivaleurs. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que dans notre éducation, dans la culture congolaise, la violence, les viols est permis, autorisé. Ne voyez pas, ça c'est un iceberg, mais quand on voit dans la société, on comprend que notre éducation a failli, elle est à nu. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de stratégie précise pour endiguer les vices, la pratique de l'antivaleur a pris les dessus, a supplanté les biens. Mais ces antivaleurs n'ont pas commencé avec le régime en place quand même. Oui, mais quand on dit voter, seulement le pouvoir, voter, parce que c'est à eux la responsabilité de protéger cette fille-là. Elle incombe à qui? Je vais vous dire qu'au Lualaba, dans la province du Lualaba, il y a 3 grands viols. Moi, j'ai vu dans les territoires de c'est une ville à Funguru. Merci. Urbano-rural. Oui, de Funguru, mais on a violé un enfant qui avait moins de 2 ans par un grand monsieur. Et les images sont sur les réseaux sociaux. Si vous en voulez, je peux vous en donner. Le grand là, le frère qui a violé, c'est quelqu'un qui est dans le parage de la fille, qui lui dit, viens, je te paye le super chèque. Et il va avec l'enfant quelque part, sans foi aux yeux, sans cœur. Il se décharge très violemment sur une fille de moins de 2 ans. Et dans la même province, on a violé encore un enfant de 3 ans. Et voilà le tout récent cas où un groupe de 8 personnes, je ne sais pas 6 ou combien, vous pissez même dans la bouche ou au visage, c'est inhumain. Vous comprenez que le problème est très profond et ceux qui nous dirigent devraient avoir un programme bien assis pour endiguer cela à partir de l'éducation. Et vous proposez quoi? Et partout. Qu'est-ce que vous proposez? Je suis en train de dire que l'État, comme le premier garant, protecteur, celui qui oriente, doit faire un programme, déjà à partir par exemple de l'école primaire, de l'école maternelle, de l'école secondaire et même à l'université. Il faut qu'on puisse vraiment accentuer la citoyenneté, le civisme et tout. Dans les rues, il faut châtier très sévèrement, avec, je vais dire, exemplarité, ceux qui s'évertuent à faire ça. Qu'est-ce qu'on va constater? On va arrêter et après 6 mois ou 3 mois, ils seront libres. On dit on remet les poissons dans l'eau. Et ça ne va pas nous permettre d'endiguer cela. Moi, je suis en train de passer, il y a 2 jours, sur le boulevard Moussiri, autour de 19h. Je vous donne un témoignage. Les chèques sont bien positionnés. Ils vous voient venir en moto. Moi, devant moi, ils ont décidé d'arracher un sac à une jeune fille, dame, qui était à moto. Dieu a fait grâce. Cette femme a résisté jusqu'au sol. Si elle me suit, elle est à Lubumbashi. Vous comprenez que le gangstérisme, le banditisme, le voyoucratisme, tout ça, tout ce que vous dites, le banditisme a déjà supplanté, malheureusement, sous les regards impuissants de ceux qui nous dirigent. Et quand on fait semblant de punir, on ne punit pas très sévèrement. Je chute par le programme de Kanyamaka CC. Vous voyez quand on dit ramener tous les enfants qui sont en rupture de liens familiaux. Vous voyez ce qu'on fait? On arrête même sur base des critères subjectifs. Oh, tu as les cheveux, on t'arrête. Vous voyez? Mais les vrais chègues là, on lui a déjà donné une consigne. Parce que les chègues ou les enfants chègues sont aussi instrumentalisés, parfois utilisés par les mêmes politiciens, par les mêmes décideurs. Quand ils ont besoin... Oh là là, mais disons des choses comme elles sont. Non, j'aimerais que vous puissiez préciser par vous, les politiciens. Écoutez, mais vous êtes aussi politicien. S'il vous plaît, pourquoi vous voyez dans la caravane qui va accueillir telle ou telle autorité, vous y voyez les mêmes enfants là? Vous faites aussi la même chose, non? Non, on ne m'a jamais accueilli comme ça, donc je n'utilise pas ces pratiques-là. Okay. Pourquoi on voit parfois quand elle vient, autorité, on mobilise, on ne trie pas, on dit non, il sera accueilli, même si c'est par 50 personnes, mais que ce soit quand même de 50 personnes réfléchies. Non, on a besoin de la masse, on a besoin de dire vidéo en Botala, comment peuple, même s'ils sont déjà drogués,
on les amène. Ça, ce n'est pas la République dont nous avons besoin, ce n'est pas ça la gouvernance dont nous avons besoin. Je pense que l'État doit vraiment assurer la sécurité. Et puis nous demandons aussi à la population congolaise, nous qui sommes victimes, Tommy Batela, rentrer tard, ça nous expose nous-mêmes. Voyez, et quand vous voyez quelque chose de louche, en tout cas, faites tout, rentrez de là où vous venez pour éviter de tomber dans un piège. Cette femme a été violentée, c'est pas autour de 19h ou 18h, donc l'heure n'était plus aussi favorable pour elle. Et au-delà de cela, nous pouvons demander aussi à ceux qui connaissent la participation citoyenne. Là encore, je viens d'excès l'État. Si vous connaissez des voyous quelque part, un groupe Ntemba, comme on les appelle, mais signalez les autorités. La police de proximité est là. Dites que là-bas, il y a un mouvement suspect. Hier soir, on a ravi les téléphones des gens sur les coins là. Comme ça, on fait des enquêtes. Et dès que vous les avez, vous êtes tombés sur les malfrats. En tout cas, chères autorités, chers officiers, chers régimes, coincez les malfaiteurs. Mais le mal, c'est que en tout cas, la rigueur du pouvoir, ce sont les opposants politiques qui la sentent. Mais ceux qui, dans les quartiers ou dans leur lieu de vie, s'évertuent à faire avec récidive des actes odieux, on ne les punit pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est de l'irresponsabilité de l'État. Nous sommes vraiment désolés et nous demandons à ce que le gouvernement provincial, j'ai appris qu'il y a quand même une initiative pour qu'on puisse venir en aide à cette jeune dame. Nous soutenons cela pour qu'elle puisse reprendre. Et puis sa santé mentale doit aussi être prise en charge. Il ne suffit pas de soigner les corps, tout ce que nous avons vu. Et ceux qui ont des vidéos comme ça, je leur prie aussi de les supprimer pour la dignité de cette personne-là. Voilà, merci. On va terminer avec vous, Homo sapiens Chimanga. Quelle piste de solution que vous proposez? C'est vrai que tout le monde condamne l'acte posé, mais que faire pour que cela ne se répète? Oui, je me range déjà du côté de ceux qui condamnent l'acte. En tout cas, vous avez l'obligation de protéger, vous condamnez en ce moment. Vous ne l'avez pas protégé. De voir l'animosité avec laquelle ces garçons ont agi. C'est vraiment très déplorable. Bon, même si cela a donné quand même une santé politique à l'opposition qui vous n'avez pas de programme. Seul le docteur Denis Mukwege lutte contre les antivaleurs, les vices. Vous êtes seulement dans la politique en train d'arrêter les Robert, Minakou et les autres. C'est un problème. En fait, nous allons éviter la récupération politique de l'affaire. Non, il n'y a pas question de récupération. Est-ce qu'ils ont un programme de lutte contre les antivaleurs? Parce que lui, déjà, ça donne une santé politique. Non, à l'opposition. Programme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Programme de gouvernance. Vous avez eu le temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Leur programme, leur offre politique en cette matière-là, c'est quoi? Qu'on nous dise si à l'IDPS. Moi, je ne comprends pas. C'est d'ailleurs lui qui fait de la récupération. Nous ne sommes pas en train de parler. Celui qui récupère. Nous ne parlons pas d'un problème de l'UDPS. C'est lui qui a failli à sa mission. Nous ne parlons pas de régime. Voilà cet acte. Nous ne parlons pas d'un problème. Et puis là, même le courage des kilos de présenter des condoléances pendant que c'est vous qui devriez l'aider. Lui, il est du pouvoir. Comment lui va condamner? Il va condamner comment? Lui doit agir. Vous devez agir. Vous devez agir. Même à la télé. Laissez-nous condamner. Tout Congolais ne peut que condamner. Le programme de gouvernance. Voilà. Le projet de société de l'UDPS par rapport en matière de sécurité. Banditisme, voyoucratie, c'est quoi? Il y a déjà des actions qui ont déjà été réalisées. Je ne suis pas de l'UDPS. Non, leur programme, c'est arrêter les opposants. Je le dis en tant que citoyen. Museler l'opposition. Nous avons vu ici des jeunes être récupérés. C'est quand même des actes. Des étudiants aussi ont été récupérés. Après relâchés, bien sûr. Parce que ici, nous sommes en train de parler d'un cas social et c'est un cas qui, comme on le dit, il y a des brebis galeuses. Il devrait présenter ses mains à culpa. Il n'existe aucune ville avec zéro insécurité, ça vous le savez, ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Oui, maintenant lui devrait quand même présenter les mains à culpa à cette famille, à cette fille, dire que nous n'avons pas été capables de vous sauver ou de vous venir en aide, au lieu de venir aussi faire comme nous. Voilà, et vous permettez que Homo sapiens termine parce qu'on a presque plus de temps pour le débat. Oui, merci Monsieur Ben. La situation qui s'est passée, moi je n'aimerais pas qu'on l'analyse avec complaisance parce que moi, Homo sapiens Chimanga, en tant qu'acteur social, parce que avec ma fondation, si vous me permettez, on a eu à faire des actions sur terrain, avec notamment les enfants à rupture familiale. Mais moi, je vais dans le sens des
de dire que ces garçons qui ont posé ça ne mettent pas ces actes sur les enfants à rupture familiale. Premièrement, parce que l'acte, comme M. Eri a vu aussi la vidéo, n'était pas seulement... Toi, tu ne l'as pas vu. Le but n'était pas seulement de violer la femme, c'était une façon d'humilier la femme. Et il y a une raison bien précise derrière cet acte, parce que avec toutes les actions que la Fondation Homo Sapiens on a eu à effectuer sur le terrain, rares sont les fois où on a trouvé un enfant à rupture familiale avec un téléphone. Et ici dans le Grand Katanga, j'ai été à Kolwezi, j'ai été à Kalemi, tout comme ici à Lubumbashi. Ah bon? Les enfants, la plupart des enfants en rupture familiale parlent difficilement swahili. Et quand vous constatez, vous visionnez la vidéo, ce sont des gens qui vous parlent facilement la vidéo et que vous sentez que non, ils étaient en mission. C'est là que j'étais. Un coup bien préparé. C'était un coup bien préparé parce que, moi je vis dans un milieu tout près de l'université. En tout cas, là-bas, il n'y a pas des enfants en rupture familiale. Les enfants en rupture familiale sont dans des coins où ils peuvent facilement opérer sans être inquiétés. Sans être inquiétés parce que là-bas, leur quotidien d'abord c'est faire la mendicité, les voitures qui passent et autres. Mais ces gens-là, ils se retrouvent dans un coin et si vous écoutez bien la vidéo, ils vous disent bien cette fille de l'ISTEM. C'est comme qu'ils diraient que c'est un message lancé. C'est un message lancé. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, moi j'interpelle beaucoup plus aux jeunes femmes. Il faut abandonner certaines habitudes. Dans le sens où il y a certaines femmes actuellement à Lubumbashi, elles se retrouvent avec 4 garçons. Il y a un, par exemple, celui-là, c'est seulement qui s'occupe des mèches et de l'habillement. Il y a l'autre qui s'occupe des unités. Oui, je parle de la cupidité. Il y a certains hommes qui supportent difficilement la trahison. Et par exemple, et si ces coups, c'était une sorte de vengeance. Une sorte de vengeance. Il y a d'autres jeunes dames qui sortent avec des hommes mariés. La vengeance, on peut faire cela. Il y a un homme, il y a une femme qui a souffert avec son homme pendant longtemps. Et après, quand l'homme commence à gagner un peu des moyens, et cet argent va vers une dame là. Et assez souvent, j'ai eu des témoignages comme ça. Il y a des dames qui organisent aussi. Moi, j'ai loin de moi l'intention d'angéliser ce qui a été fait, mais ça doit interpeller et l'État aussi, de sécuriser des milieux comme par exemple l'université. Aujourd'hui, il y a aussi des professeurs. Nous sommes dans une période pluvieuse. Cessez de libérer les étudiants au-delà de 18 heures. Et pourquoi pas aussi éviter les cours qui commencent à partir de 18 heures, parce que prenons le cas par exemple de l'université de Lubumbashi, où nous avons des étudiants de la Rwashi, de la Katouba, par exemple, ceux qui habitent la Katouba, ou soit du côté Kisanga, déjà au niveau des lorsque vous arrivez en ville, les transports à partir de 19h doublent. Oui. Et beaucoup d'étudiants sont confrontés à ce genre de difficultés. Donc, moi personnellement, je pense que c'est les garçons qui ont effectué, qui ont posé ces actes, doivent être interpellés, mais sanctionnés sévèrement. Mais on ne doit pas aussi faire porter au Chégué le fardeau, parce que en regardant... donc tu plaides pour le Chégué en soi. Non, en fait, c'est ça, pour qu'il ne soit pas indexé. À entendre Homo Sapiens Chimanga, l'acte n'est pas directement lié aux enfants en rupture de lien familial. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'identité alors comment il peut précéder la justice? Parce que quand on interpelle, c'est la justice de nous dire que celui-ci, Azalakanaï Chegete, Azaf fonctionnaire. On a essayons d'étudier un cas d'analyse. Le cas, s'il vous plaît. Non, les lois là-bas aussi, c'est dans une mine. Oui. Mais c'est ça.
Et vous devez aussi tenir compte du comportement des hommes, de la plupart, surtout des délinquants. Parce que quand on est par exemple ici à Lubumbashi et qu'on n'a pas d'emploi, tout le monde a presque un langage Kolwezi. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans une carrière, il peut aussi se retrouver. Je demande que l'État puisse renforcer les mesures de sécurité encore plus au Lualaba, parce que non seulement qu'il y a cet aspect sécuritaire, M23, mais aussi la population qui y a là-bas. Les comportements des créateurs artisanaux, vous connaissez le comportement très souvent agressif. Et vous comprenez que l'État doit multiplier sa sécurité en faveur de tout le monde. Voilà. Mais c'est ça, au nom de la cybercriminalité, quand vous regardez ces actes, l'intention n'était pas seulement de violer la fille, c'était de l'humilier, c'est pourquoi on l'a filmé. Et la majorité des chégués, comme vous l'aimez les appeler, la majorité n'ont pas de téléphone. Allez vérifier sur place. Est-ce que tu as déjà été chégué? Je suis responsable d'une fondation. Et quelles sont les méthodes qu'il utilise? La participation directe? Non, pour bien connaître un chégué, à l'université, on dit... Ne gâchez pas la fête, Eric. Non, s'il vous plaît. À l'université, on dit qu'il y a des méthodes pour bien arriver à trouver une vérité. Et pour les cas de chégué, il faut la participation directe. La participation directe. Parce que moi, je pose la question. Quand un chèque vole un téléphone, un bon téléphone, il l'amène où? Il va le vendre. Non, il peut aussi le garder pour lui. Généralement, c'est pour le revendre. Alors, il faut qu'il y ait un chèque qui va venir nous témoigner ici. Et surtout, quand il vend le téléphone, c'est pour disparaître pendant un moment jusqu'à ce que cet argent va filer. Quand il rentre, c'est quand il est fauché. Voilà. Malheureusement, qu'on a presque plus de temps pour poursuivre ce débat, mesdames, messieurs. Par là, nous allons mettre un terme à cette émission d'analyse des débats InfoScanner de ce week-end. Merci Raphaël Ntengou, merci Homo sapiens Chimanga, merci Shadrack Katame Eri pour vos interventions. Merci également. Shadrack Katame Eri. Vous avez fait un très bon tuyau. Hein? Voilà. Merci également à vous qui nous avez suivis. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets pour parler de l'actualité en RDC. Au revoir. Merci à vous, merci à tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.